Pour moi, la solution à deux États est finie, elle est terminée. Toutes celles et ceux qui nous vendent encore cette perspective de deux États, je pense qu'ils ne font que le jeu d'Israël, à savoir enfermer toujours les Palestiniens dans des enclaves. Cette nomination, déjà, c'est important de le rappeler, mais elle a eu lieu en fait en août. C'est le moment où le magazine a été publié en France, donc ça date de août 2023. Pour moi, ça a été une fierté, une immense fierté, surtout que dans la biographie qui est la mienne, qui est présentée sur le site Forbes, il est clairement mentionné mes origines palestiniennes, le fait que je sois réfugiée palestinienne, mais j'ai l'impression qu'il y avait une dimension symbolique, oui, pour la diaspora palestinienne, pour ce qu'on représente aussi dans nos combats, nos luttes, les parcours qui sont les nôtres. Elle fait suite aux pressions qui ont été reçues à l'endroit de Forbes par plusieurs personnalités. Je n'ai pas tous les éléments pour savoir comment cette décision a finalement été prise, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle fait suite à la fameuse story qui a été publiée par l'animateur Arthur, qui a plus de 3 millions de followers sur son compte Instagram. Et donc, il y a eu un déchaînement, c'était la publication de cette story, à mon endroit, mais aussi à l'endroit de Forbes, visant à demander le retrait de la militante Rima Hassan, palestinienne. Et je pense essentiellement en raison de mes positionnements politiques qui sont de plus en plus présents médiatiquement depuis le 7 octobre. Et Forbes a cédé, alléguant des questions de sécurité, alléguant des questions de sécurité ou des motifs de sécurité. C'est très grave en fait. Pas question que de Rima Hassan dans cette histoire. Il y a des enjeux qui sont extrêmement graves. Il y a la question de la liberté d'expression, c'est-à-dire que c'est au nom de ma liberté de parole, de militante, et qui plus est une parole de femme qui est ici attaquée. Moi, je l'ai dit et redit, je pense qu'il y a une double peine à l'idée que je sois femme et palestinienne. Parce que là, ce qui s'est déroulé sous nos yeux, c'était véritablement une action de plusieurs hommes influents sur une cérémonie qui devait se tenir et qui devait rendre hommage à 40 femmes. Pour moi, la question du genre, elle est aussi importante à analyser dans ce qui se passe, et je la lie aussi aux menaces de mort et de viol que je reçois depuis un moment, puisque ce sont majoritairement des menaces qui viennent d'hommes. Dans cette interview, c'est 1 heure à peu près d'interview. On commence, le format de ce média, c'est vrai-faux. Donc on commence par vous dire, voilà, est-ce que vous croyez à la solution en deux États? Vous dites vrai-faux. On vous pose 2, 3 questions et ensuite vous avez 1 heure d'interview pour dérouler votre propos. Et on me demande, est-ce que le Hamas a une action légitime? La réponse est vraie. Je persiste et signe, selon le droit international, la réponse est vraie. Et je m'en suis déjà expliqué plein de fois. Dans un contexte d'autodétermination des peuples, la lutte armée est consacrée par les résolutions des Nations Unies. Et ça, c'est pas que Hassan qui le dit, c'est tous les experts qui le disent. Par contre, ce qu'il faut distinguer en droit international, c'est la légitimité pour un groupe armé d'exister et d'opérer légitimement, et le mode opératoire qui est le sien. C'est-à-dire que c'est pas parce que le Hamas a une existence légitime dans un cadre de lutte pour l'autodétermination du peuple palestinien qui est consacré par les résolutions des Nations Unies qu'il peut opérer sans limite. Le mode opératoire du Hamas tombe sous le coup des lois internationales dès lors qu'il cible par exemple des civils, comme ça a été le cas pour le 7 octobre. On parle ici d'antisémitisme et d'apologie terroriste. Ce sont des délits. Ce sont des délits qui doivent être qualifiés en fait et en droit. Ce qui se passe, c'est que Rima Hassan, on l'attaque sur des stories, sur des réseaux sociaux, mais aucune de ces personnes n'engage une procédure devant la justice. Si on est convaincu qu'une personne est antisémite, si on est convaincu qu'une personne fait l'apologie du terrorisme, les voies qui se présentent à nous en tant que citoyens, ce sont les voies judiciaires. Le Hezbollah, c'est encore un autre contexte, si vous voulez, parce que le Hezbollah est un groupe qui existe dans un État qui est souverain. C'est absolument pas la même chose. Le Hamas existe dans un contexte de lutte pour l'autodétermination du peuple palestinien. Donc c'est vraiment 2 situations complètement séparées. Après, la présence du Hezbollah, elle est
comme beaucoup dans la région, une présence qui est aussi, enfin, qui nous dépasse, nous, Palestiniens. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, nous, Palestiniens, que chacun opère en fonction de ses intérêts stratégiques, politiques, géopolitiques, et qu'il y a aussi, d'une certaine manière, une instrumentalisation de part et d'autre de la cause palestinienne. Alors déjà, c'est important de rappeler qu'Israël a investi 4,6 millions, si je ne me trompe pas, de dollars dans la propagande israélienne que en France. Je ne parle même pas des autres pays. Là, j'ai que le chiffre pour la France. C'est sorti dans les médias, dans Libération, qui a fait un article dessus. Donc, c'est vous dire l'importance qui a été projetée, enfin l'importance en tout cas de cette guerre de l'opinion dans laquelle Israël même investit autant d'argent pour justement gagner cette bataille de l'opinion, qu'il est en train de perdre par ailleurs. C'est ça qui est assez intéressant. Donc effectivement, je pense qu'il y a une bataille qui se joue aussi sur les réseaux sociaux. Oui, ce que je trouve regrettable, c'est tous les discours qui consistent effectivement à toujours euh, pousser les gens vers deux extrêmes. C'est-à-dire que si vous êtes une voix qui veut parler d'Israël, bah, il y a une tentation qui consiste aussi à toujours se méfier un peu de vous ou de vous rattacher au régime israélien. Moi, je l'ai toujours dit, et j'ai fait plusieurs posts en ce sens, qu'il fallait pas essentialiser la communauté juive, deux, donc à Israël, deux, qu'il fallait pas essentialiser tous les Israéliens au régime israélien. Tout comme je dénonce le fait qu'on fasse ce procès aux Palestiniens, c'est-à-dire que, ou aux voix pro-palestiniennes, c'est-à-dire que dès qu'on s'exprime sur le sujet, on est tout de suite dans le pro-Hamas, l'apologie du terrorisme, etc. Je suis née en Syrie, mais je ne suis pas syrienne. Donc, j'ai grandi en France. Donc, je suis arrivée en France à 10 ans. Donc, si vous voulez, moi, j'ai pas grandi dans la sphère politique syrienne. Je n'ai pas été politisée dans la sphère politique syrienne. J'ai été d'abord politisée dans la sphère politique française et ensuite, bien sûr, sur la question palestinienne. Mais nous, Palestiniens, nous n'avons pas la nationalité syrienne. Moi, j'ai une cause qui est une cause nationale, qui est la cause palestinienne. Je ne reproche pas à tous les Syriens de ne pas publier tous les jours sur la question palestinienne. Donc, c'est très important pour moi de dire que, bien sûr, que je suis alliée des revendications légitimes du peuple syrien, mais pour moi, elle n'est pas à prioriser par rapport à d'autres sous prétexte que je sois née en Syrie. Moi, en tant que réfugiée palestinienne, j'ai quelque chose dont je me revendique depuis très très longtemps, c'est le droit au retour. C'est-à-dire que c'est un aspect pour moi qui est central de la question palestinienne. On ne peut pas sacrifier le droit au retour, précisément parce que la Nakba, c'est 800 000 Palestiniens qui ont été expulsés sur 1,4 million en 1948. Donc c'est plus de la moitié du peuple palestinien. Il n'y a pas de solution pour le peuple palestinien s'il n'y a pas de solution pour les réfugiés qui constituent plus de la moitié du peuple palestinien. Comment je vois la suite? Je vois la suite dans un... Pour moi, la solution à deux États est finie. Elle est terminée. Toutes celles et ceux qui nous vendent encore cette perspective de deux États, je pense qu'ils ne font que le jeu d'Israël, à savoir enfermer toujours les Palestiniens dans des enclaves. On a eu la bande de Gaza, prochainement on va avoir la bande de Cisjordanie, qui finira tôt ou tard par être bombardée, et on finira par dire à ces Palestiniens, allez vous réfugier en Jordanie, comme on demande aux Gazaouis d'aller se réfugier en Égypte. Pour moi, aujourd'hui, il y a un constat qu'on ne traite pas assez, qui est celui de l'apartheid. L'apartheid nous fait changer de paradigme sur le sujet. L'apartheid nous a amenés vers la fin de la solution à deux États, précisément parce qu'il y a 800 000 colons chez les Palestiniens, parce qu'il y a 20% de Palestiniens chez les Israéliens. Néanmoins, ce que disent les rapports internationaux, c'est que les Palestiniens, où qu'ils soient, ils sont dominés, ils sont écrasés. Ils vivent avec un statut qui est toujours inférieur à celui des Juifs israéliens. Donc l'enjeu pour nous, je pense, Palestiniens, c'est
pas des enjeux de frontières, ça n'existe plus, ça. Vous avez 25% en Israël de gens qui sont palestiniens. Vous avez 800 000 colons d'Israéliens qui sont sur les territoires palestiniens. La logique de séparation n'est plus possible. Donc pour moi, la lutte aujourd'hui, c'est la fin de l'apartheid. Et qui dit fin de l'apartheid dit un État binational ou une confédération d'États.